Le sociologue Franck Poupeau est l'auteur d'ouvrages tels que Une sociologie d'État, l'école et ses experts en 2003, Les mésaventures de la critique en 2012 aux éditions Raison d'agir, ou encore Carnet bolivien 1999-2007, Un goût de poussière aux éditions Aux livres engagés en 2007. Samedi 2 avril 2022, Franck Poupeau présentait à la librairie Ombre Blanche Altiplano, Fragment d'une révolution, Bolivie 1999-2019, chez Raison d'agir, lors d'un débat organisé par l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse et animé par Franck Godichaud. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes donc très contents de recevoir pour cette séance sur la Bolivie Franck Poupeau, qui vient donc de publier ce gros volume Altiplano, Fragment d'une révolution. 20 ans d'enquête, de récits, de sociologie donc sur ce pays andin. Donc le remercier d'être parmi nous. On a déjà pu échanger hier avec les étudiants au CRL. Remercier Laurent Charlier, donc, qui est anthropologue et aussi spécialiste de la Bolivie. Alors, je ne me suis pas présenté, donc moi je suis Franck Godichaud, membre également de l'IPEAT de Toulouse 2, mais plutôt historien de l'Amérique latine contemporaine. Remercier aussi donc et féliciter les étudiants du master de l'Institut pour les études des Amériques de Toulouse qui ont organisé donc non seulement cette séance mais aussi celle d'hier et celle à venir. Donc là vous avez une petite affiche, on pourra vous donner plus d'infos tout à l'heure, mais il y a une table ronde féminisme lundi à l'Institut Cervantes et jeudi une projection de débat autour du Brésil sur le campus du Mirail. Donc bravo à elle et eux. On a bien bossé, je pense, on est content, on se félicite, on s'auto-félicite. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur quand même un pays emblématique de l'Amérique du Sud depuis une vingtaine d'années, alors qu'il était souvent assez sous les radars, finalement, autant des médias que des sciences sociales, la Bolivie, au travers donc de l'accès au pouvoir, du mouvement socialisme et de Evo Morales notamment. Mais on verra que le livre va bien au-delà de cette seule question de l'élection et du gouvernement du mouvement socialisme et d'Evo Morales. On remercie évidemment Ombre Blanche de nous accueillir dans cette belle salle. Et puis ceux qui nous ont soutenus, France-Amérique latine, les éditions Raison d'agir, dont vous trouverez d'autres ouvrages dans la librairie derrière vous. Donc Franck Poupeau, il est sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste notamment de la Bolivie, mais aussi des questions de l'eau et de la gestion de l'eau aux États-Unis, en Bolivie, en Amérique du Sud. Il est membre du Centre de recherche et de documentation sur les Amériques de l'Institut des hautes études d'Amérique latine à Paris. Et il a été très longtemps en poste à l'Institut français des études andines pendant de nombreuses années. Et il vit en Bolivie depuis... Bon, tu nous raconteras tout ça, mais depuis très longtemps. Il arrive de Bolivie, il était mardi encore, était à La Paz. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une vision très actualisée de ce qui se passe là-bas, et surtout un retour de 20 années d'enquête, de travail de terrain, notamment dans la région de l'Alto, sur les hauteurs de La Paz. Et c'est ça vraiment l'intérêt central, à mon avis, du livre. Et par ailleurs, je finis avec les présentations, mais vous le savez peut-être, il est donc actif au sein des éditions Raison d'agir, et c'est un des spécialistes français et internationaux de Pierre Bourdieu, avec qui il a pu travailler. Et donc là, il y a un tout nouveau aussi, tout chaud, qui est sorti, ouvrage que Franck a édité, qui s'appelle Microcosme, sur la question du chant dans la sociologie de Pierre Bourdieu. Donc on n'est pas forcément là pour parler de Bourdieu, mais Bourdieu traverse quand même le livre également. Voilà. Donc c'est aussi intéressant, je pense, de poser ces questions-là. Donc aujourd'hui, voilà, cette réflexion de 20 années sur cette révolution démocratique et culturelle
comme elle s'auto-nomme, bolivienne, avec un ouvrage qui est original dans le format, et d'où l'idée de fragments, parce qu'il va mélanger des enquêtes de terrain, des réflexions plus ethnographiques y compris, des articles publiés notamment dans le monde diplomatique, et une longue réflexion sur la question de l'eau, des comités de quartier, des mobilisations collectives, de ce que ça signifie pour les mouvements sociaux, indigènes, paysans, populaires, d'accéder à la tête de l'État. Qu'est-ce que c'est construire, reconstruire l'État tout en se disant gouvernement des mouvements sociaux. Donc c'est toutes ces questions qui sont posées dans l'ouvrage. Et de ce point de vue, les fragments ne sont pas si fragmentaires que ça, quand même, malgré tout. Il y a un fil conducteur au cours de ces 700 pages qui se lisent très bien. Ce qui, moi, je ne suis peut-être pas assez sociologue, mais je vais le dire, des fois, les sociologues bourdieusiens, on peut avoir un peu peur de les lire. On va se dire, ça va être compliqué, ça va être plein de concepts, etc. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Ça se lit très bien. Donc, pour commencer, notre proposition, c'était de laisser une quinzaine de minutes à Franck Poupeau pour exposer un peu son ouvrage. Ensuite, donner la parole à Laurence Charlier qui pourra poser une série de questions. Ensuite, moi, je poserai aussi quelques questions et on vous laissera la parole. On a en tout 1h20 à peu près pour faire tout ça. Donc, la parole est à toi, Franck. Ça marche. Oui, bonjour. Désolé pour le retard, je me suis trompé d'endroit dans la librairie, il faut dire, est assez grande. Voilà, immense. Merci tout d'abord à Franck pour l'invitation qui nous permet de continuer certaines discussions, à Laurence pour sa présence et puis surtout aux étudiants et étudiantes qui m'ont posé des questions difficiles hier, mais vraiment passionnantes. Donc voilà, je vais essayer de pas faire la même chose aujourd'hui, de répondre. Alors je suis désolé, je suis un peu pris, à peine débarqué en France, j'ai pris le vent du Nord à Paris, puis à Toulouse. Donc voilà, j'ai un peu la crève, mais j'espère que ça va aller. Ça facilite pas la clairvoyance d'esprit, mais voilà. Alors, du coup, ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, hier, on a beaucoup accentué sur la position du chercheur. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'étudier une société étrangère, se trouver en situation d'altérité comme ça, en étant expatrié en plus. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus parler du problème politique que pose enfin que pose, ça ne le pose pas, mais que soulève la Bolivie, qui est finalement la question des alternatives et des alternatives depuis l'État. Alors j'ai pensé que c'était un bon accès, puisque j'ai acheté ça tout à l'heure, le livre de Yasnaya, Elena Aguilar Gilles, Nous sans l'État, avec une préface de Jules Falquet, donc, qui était en conférence hier. Et voilà, et dire, voilà, il me semble que la Bolivie, par rapport à d'autres problématiques d'Amérique du Sud, notamment le problématique des minorités ou les désirs d'autonomie des communautés indigènes, permet de déplacer un peu, je trouve, la focale vers la question de l'État et des initiatives, des alternatives politiques que l'on peut poser depuis l'État. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un État qui serait engagé dans un processus à la fois de transformation sociale et de transformation de l'État lui-même, vu que, voilà, notamment en Amérique latine, mais on a aussi ça dans les gauches européennes, cette méfiance un peu spontanée par rapport aux formes d'autorité étatique, d'autant plus alors en Amérique latine, qu'il s'agisse du Brésil, l'Argentine, mais aussi la Bolivie, qui est quand même un pays où l'État a toujours été contrôlé par des élites blanches, créoles, et avec des coups d'État militaires. Voilà, toujours cette forme de méfiance vis-à-vis de l'État. Donc finalement aussi, c'est pas qu'est-ce que ça veut dire un État qui s'engage dans une transformation sociale, qu'il peut la réussir plus ou moins, ça on pourra en discuter sur point par point, il y a eu beaucoup de choses lancées. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi un projet de transformation de l'État, de l'intérieur, puisque c'est un peu l'idée de base, ce projet qui a beaucoup été résumé sous forme, c'est un peu moins connu que le Buen Vivir, mais un projet de décolonisation de l'État. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire un État qui se met au service des classes populaires, des couches populaires, des populations dites originaires, des peuples indigènes, etc. etc. Alors, c'est une question finalement qui a mis
du temps émergé pour moi, puisque quand je suis arrivé en Bolivie, c'est le seul moment où je vais essayer de me répéter par rapport à hier, à notre discussion, un peu fasciné par tout ce qui se passait au moment où on pensait que l'altermondialisme nous ouvrait encore des alternatives politiques dans le monde entier, en particulier en Amérique latine, Porto Alegre, etc. C'était les mobilisations populaires sur l'altiplano bolivien en particulier, même si elles étaient en fait beaucoup plus nées dans l'Orient du pays quelques années plus tôt, mais les mobilisations populaires qui véhiculaient une sorte d'espoir de transformation un peu radicale avec l'expulsion du multinational à Cochabamba, c'est la fameuse guerre de l'eau, le rejet des politiques d'usage privé des ressources naturelles, la guerre du gaz à El Alto, et donc une forme d'exaltation des formes d'auto-organisation. Voilà, dans la pure tradition, on va dire, à la fois des autonomies populaires, mais aussi des formes d'anarcho-syndicalisme. Je parle dans le livre d'un de ces syndicalistes qui s'appelle Oscar Oliveira, qui était le représentant des Fabriles de Cochabamba, et qui, pour moi, incarnait ce qu'on pouvait un peu admiré dans cette tradition de syndicalisme autonome révolutionnaire qu'on trouve aussi en France dans le mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, à savoir pas d'ambition personnelle et vraiment une lutte au service des plus pauvres et des plus invisibles, voilà, sans compromission, notamment avec une rupture assez rapide avec Evo Morales dès 2003-2004, en refusant de pactiser avec des gens de la mairie qui avaient participé à la répression pendant la guerre de l'eau, par exemple. Voilà, donc il y avait quand même cette idée que les choses arrivent par en bas. Alors, je ne veux pas dire qu'à l'époque, on était moins dans la mode du subalternisme, des approches par en bas ou inversement par en haut, bref. Mais il y avait cette idée un peu confuse, sans doute, mais que la Bolivie permettait de refaire vivre cette chose-là, avec tout son passé en plus de syndicalisme ouvrier. C'est quand même un des grands pays de tradition minière en particulier, mais aussi l'émergence des syndicats de cocaleros, l'émergence des communautés indigènes sur l'altiplano. Voilà, il y avait une sorte d'effervescence totalement fascinante. Et c'est vrai que moi, faisant à l'époque ma thèse de socio sur l'éducation avec Bourdieu en France, je tombe sur la Bolivie et voilà, on va dire j'y reste parce que c'était quand même vachement plus intéressant, surtout à l'époque où la sociologie de l'éducation était quand même pas très passionnante, pas très orientée sur l'analyse des inégalités, qu'ils ont redécouvert récemment, mais voilà, à l'époque c'était quand même pas facile de travailler en étant bourdieusien. Puis voilà, donc du coup, ça permettait aussi d'arriver un peu incognito quelque part et de faire un travail un peu différent. Voilà, donc j'ai parlé hier un peu de une sorte de fascination pour ce qui se passait dans le pays, et avec en plus un accès très très facilité, parce que j'ai dit incognito, mais par différents biais aussi, je me servais des travaux de Bourdieu pour introduire d'autres façons de faire la sociologie dans le pays, avec des conférences avec l'Alliance française, l'ambassade, et un groupe qui s'appelait Comuna, qui est devenu, dont un des représentants est devenu vice-président. Voilà, donc j'étais à la possibilité d'observer un processus depuis son émergence, son amplification et les résultats électoraux de 2006, enfin décembre 2005, et l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales en 2006 avec l'intronisation tout d'abord un jour avant à Tiwanaku et ensuite l'intronisation officielle au Parlement le lendemain. Voilà. Alors, pourquoi l'État ? Parce que à partir du moment où le MAS, qui a eu une victoire, une ascension fulgurante en quelques années, hein, quand les gens autour d'Evo Morales, donc Filemón Escobar et d'autres personnes autour de lui, Choquehuanca à l'époque déjà, décident d'acheter le sigle du MAS, qui était un parti de droite, paradoxalement à l'époque, qui s'appelait Mouvement vers le socialisme. Quand on décide d'acheter ce sigle, c'est 98-99, et très très vite il y a des résultats électoraux, une implantation locale très très forte autour de Cochabamba, mais aussi sur l'altiplano, et ils arrivent à avoir une représentation politique très très forte, et en 5-6 ans ensuite ils arrivent au pouvoir. Et c'est une expérience de gouvernement, c'est ça qui est aussi intéressant. Un des seuls équivalents en Amérique latine, ça serait le Venezuela, mais bon, avec le Venezuela, avec la mort de Chavez et de tout un ensemble d'autres facteurs, ne permet pas de telles observations, hélas. Mais donc il y a une sorte de continuité d'action pendant 14 ans jusqu'à la décision forcée d'Evo Morales. Je dis décision forcée, je pense que c'était un golpe, mais je m'interdis d'appeler ça coup d'État pour ne pas avaliser l'une des versions plutôt que l'autre.
Voilà. Et ça permet un peu d'observer les transformations, j'allais dire, de l'intérieur. Alors la perspective du livre, c'était par ailleurs, en étant intéressé justement par ces formes d'organisation et en ayant vaguement l'idée qu'il se passait des choses au niveau de la politique officielle, mais avec une certaine méfiance de mon côté, en tout cas tout le temps, par rapport à tous les impératifs politiques de buen vivir, de décolonisation de l'État, etc. J'avais eu la chance de pouvoir enquêter sur les communautés ou les collectifs qui s'occupaient de l'eau. Et pendant une vingtaine d'années, j'ai pu suivre ça. Au début, plutôt sur Cochabamba, ce qui m'a permis de voir que les mobilisations sur Cochabamba n'étaient pas aussi spontanées qu'on aurait pu penser. C'était le produit vraiment d'une histoire sociale et politique. Cochabamba, c'est le lieu de la Révolution nationale de 52. C'est le lieu aussi où les problèmes de sécheresse avaient fait que les communautés, les groupes villageois s'étaient extrêmement bien organisés, notamment avec des juristes, et que tout était prêt pour exploser. Voilà. Même s'ils ont été extrêmement bien provoqués par le gouvernement de l'époque et la multinationale aussi. Et ensuite sur El Alto, où une enquête au long cours avec des gens que je vois encore régulièrement, ou un quartier totalement démuni, qui n'était même pas doté des formes minimales d'auto-organisation et a fini par se constituer. Et voilà, j'ai pu observer sur une vingtaine d'années comment ça se produisait. Et quelles étaient les conditions sociales finalement d'accès à des formes de gestion collective et de politisation en fait. Voilà. Donc c'était une façon de voir aussi l'envers en quelque sorte. Alors j'aime pas trop les expressions l'envers ou les coulisses, c'est un peu dévoyé, mais de voir qu'est-ce qui se passait dans les lieux où la politique officielle n'arrivait pas forcément. Et du coup confronté à des formes finalement de consolidation des quartiers, somme toute très très classiques dans toute l'Amérique latine, les villes en expansion, produits des crises du monde rural, voire de certaines réformes agraires, s'accroissent par les marges et se consolident petit à petit, et avant d'arriver vers des formes d'engagement politique, elles font des formes de politisation par nécessité, j'appelle ça, et les gens se mobilisent sur les besoins immédiats, concrets, reconnaissance de la planimétrie, accès à l'électricité, accès à l'eau, construction d'infrastructures, et ensuite, éventuellement, quand tout ça se stabilise, on accède à la politique. De ce point de vue-là, alors mon terrain était quelque peu désenchanteur par rapport à l'action officielle du gouvernement sur place, au sens où j'avais l'impression qu'effectivement la politique officielle, les grandes mesures qu'on voyait annoncées à grand renfort de plan et qui ont été impressionnantes, par exemple dans le monde rural, n'arrivaient pas tout à fait dans ces marges périurbaines, parce qu'on avait toujours la représentation des villes comme ça mobilisées, de El Alto des Pieds, nunca de rodillas, c'est-à-dire El Alto, la ville aymara, rebelle, spontanément, voilà. Une perception qui me paraissait quelque peu dangereuse, parce qu'elle véhiculait toute une forme de racisme à l'envers, je trouvais, et donc me semblait un peu difficile à soutenir d'un point de vue sociologique. Mais malgré tout, voilà, il y avait cet écart entre ce qui se disait de la politique globale et ce que je voyais dans ces quartiers. Alors j'ai fait aussi d'autres enquêtes justement sur les formes collectives d'appropriation et de gestion des ressources naturelles, notamment des coopératives, avec l'observation sur une quinzaine d'années que, au lieu de conforter et de soutenir ces formes, ces organisations de base, finalement, l'impression que le gouvernement, je vais très vite, ça sera plus nuancé dans ce que j'écris, l'impression que le gouvernement, mine de rien, ne faisait pas grand-chose pour les soutenir. Et donc, j'observais à la fois des phénomènes très classiques de consolidation de quartier, et en même temps, la mise en désuétude, quelque part, forcée, des formes d'organisation de base, qui m'avait sollicité un peu mon attention depuis le début. Et donc, voilà, je me trouvais face à ce paradoxe de l'État où finalement l'État se renforce et se construit, fait des politiques redistributives, et en même temps ne le fait pas forcément en consolidant les forces sociales qui l'ont mené au pouvoir. Voilà, donc c'est une sorte de paradoxe. Et alors, est-ce qu'on peut forcément le dépasser sans rejouer, j'en parlais hier aussi, sans rejouer l'antagonisme des soviets contre le parti ou l'État? Il y avait quand même cette tension perpétuelle où on voit que face à une situation sociale quand même très compliquée quand le gouvernement Morales arrive au pouvoir, la nécessité de construire des politiques de redistribution, des systèmes de santé, d'équiper
Et le monde, pour ceux qui ont peut-être connu la Bolivie il y a 20 ans, 25 ans, vous vous baladez dans le pays, monde rural ou monde urbain par ailleurs, le pays n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 20 ans, tellement les investissements et les redistributions, y compris indirectes, ont été massives. Malgré tout, il y avait l'impression que ça se faisait finalement dans une sorte de gestion un peu routinière de l'action publique et au détriment des formes d'action de base. Voilà, donc c'est ce qui va aussi compliquer l'analyse, puisque l'arrivée d'Evo Morales a énormément clivé le monde intellectuel. Et je vais dire le clivé non pas en deux, mais en trois, quasiment. Avec il y a tout un ensemble et c'est vraiment un obstacle à l'analyse, pour moi en tant que sociologue, à savoir avec un ensemble d'intellectuels qui deviennent des compagnons de route, et c'est tout à fait légitime, je pense, quand il se passe ce genre de mouvements populaires, et des gens qui vont entrer dans le gouvernement, qui vont occuper parfois des postes ministériels, au moins pour un temps, jusqu'à ce que souvent ça se passe mal, et voilà. Il y a une fraction d'intellectuels qui reste très très mouvementiste et qui accuse depuis le début, depuis 2006, intellectuels aymara ou intellectuels de classe moyenne bourgeoise bolivienne ou internationaux, qui accusent le gouvernement finalement de trahison par rapport aux objectifs révolutionnaires face au mode de gestion étatique plus ou moins classiques qui se mettent en place. Et les politiques économiques du gouvernement Morales ont été relativement classiques à plein de niveaux. Gestion des devises, de la dette, etc., forme d'investissement, voilà. Et puis les intellectuels, on va dire, d'opposition, de droite, pour aller vite, même si les catégories de droite et de gauche doivent être utilisées avec prudence ici, mais qui étaient dans des formes d'opposition et de discussion radicale de n'importe quelle forme d'action qui était menée. Voilà, donc tout ça, ça compliquait un peu l'analyse. Et ça ne facilite pas l'appréhension de ce qui se passe réellement. Alors malgré tout, en dépit de résultats des enquêtes, petit à petit dans la durée, on voit se mettre en place... les enquêtes portent vraiment sur le secteur de l'eau, et c'était un choix délibéré depuis le début, puisque j'étais sur les inégalités urbaines, etc. J'étais moins sur le problème, on va dire, de transition énergétique au début, qui ne se posait pas en tant que tel. Mais très très vite, la discussion va se polariser aussi sur les formes de contestation des politiques dites extractives du gouvernement. Pourquoi ? Simplement parce que pour mener les formes de transformation sociale qui étaient promises, le gouvernement utilise les bénéfices de la vente des hydrocarbures, parce qu'il n'y avait pas d'autres de toute façon bénéfices à utiliser, sur le moment, pour financer la redistribution. Et c'était des moments quand même extrêmement importants. La renta dignidad, le bono Juancito Pinto. Alors, renta dignidad, c'est pour les personnes âgées. Bon, Juancito Pinto, ça a l'air de rien, mais 200 bolivianos à des familles telles que moi, je les connaissais dans les quartiers périphériques de l'Alto, à Solidaridad, par exemple. C'était une façon d'assurer le minimum vital pendant quelques mois. 200 bolivianos, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est moins de 30 €. Mais vu l'état l'état de l'économie à l'époque et des prix accessibles et des formes de vie, bon, c'était déjà énorme. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur les formes de redistribution, est-ce que c'était suffisant ? Au fur et à mesure des années, il y a eu l'instauration quand même de formes non pas d'un système de protection sociale, mais de tentatives de couverture universelle. Au moins la troisième tentative, ça c'est plus ou moins concrétisé. Voilà, tout un ensemble de problèmes pour mettre tout ça en place et assurer une continuité d'un État qui n'existait véritablement pas auparavant. Et petit à petit, l'émergence, par rapport à toutes ces discussions un peu théoriques que l'on a sur l'orientation extractive des politiques du gouvernement, la mise en place, malgré tout, de choses, de mesures un petit peu innovantes qui se mettent en place. Alors, plusieurs exemples. En général, l'émergence d'une volonté réelle et qui se matérialise dans un ensemble d'initiatives, d'une réflexion sur les conditions de la transition énergétique, avec depuis 2015 l'arrivée la mise en place par exemple, de projets d'énergie solaire, biocarburants qui eux-mêmes posent pas mal de problèmes, mais ça c'est un autre, surtout au sud, éoliennes, etc. Et parfois l'appropriation par des groupes sociaux, pas forcément les plus défavorisés, des outils fournis par le gouvernement et la réforme de la Constitution pour essayer de reconstituer des collectifs de base
C'est assez rare encore, c'est pas à la hauteur des espoirs politiques suscités par l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales, mais la constitution de collectifs ou de formes, non pas d'autogouvernement au sens de ce qu'il y aurait dans le Chiapas, mais enfin de formes de gestion ou d'autogestion d'un certain nombre de ressources ou de territoires qui arrivent à se mettre en place. La propriété étant que ces formes d'auto-organisation n'arrivent à subsister que quand elles sont capables d'utiliser les ressources de l'État. Donc on retrouve toujours la contradiction, mais de l'autre côté, entre cette poussée par en bas et puis l'action par en haut, et à quelles conditions ça se rencontre, et c'est loin d'être spontané. Voilà, il me semble que la Bolivie, pour cela, et ce serait peut-être un objet de discussion, permet de reposer un petit peu ces choses-là de façon peut-être un peu plus modeste. Alors c'est pas aussi... j'allais dire, c'est pas aussi ou romantique ou je sais pas que ce que raconte l'auteur là dans Nous sans l'État. C'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. C'est beaucoup plus matériel, c'est beaucoup plus prosaïque quelque part, mais je trouve que c'est porteur d'autres formes de réflexion sur les alternatives ou la mise en place d'alternatives concrètes. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près fini ce que je voulais dire. Et je commence à m'embrouiller un peu et voilà. Puis j'ai vraiment besoin de me boucher. Ok, merci. Vous entendiez bien quand Franck parlait? Oui. Derrière aussi, on entendait? Oui. Donc la proposition maintenant, c'est d'avoir le regard d'une anthropologue qui travaille sur la Bolivie, Laurence Charlier, donc qui va poser 2-3 questions à Franck. Merci. Merci à toi. Alors, je tiens d'abord... Il marche le micro, là? Ça va? Vous m'entendez? Ok. Je tiens à remercier Franck Gaudichaud pour l'invitation et m'avoir donné l'occasion de rencontrer Franck Poupeau, que je n'avais pas rencontré, alors que ça peut sembler curieux, parce qu'en fait, moi, je suis arrivée en Bolivie à peu près dans les mêmes années que Franck. Et on était à Cochabamba ensemble pendant la guerre de l'eau, mais voilà, il se trouve qu'on ne s'est jamais croisés, mais en tout cas, on a néanmoins, je pense, tous les deux été profondément marqués par la guerre de l'eau. Je crois que ça marque toute personne qui l'a vécue et est marquée en profondeur par cette guerre. Donc l'occasion de le rencontrer, puis de lire aussi l'ouvrage de Franck Poupeau qui était dans ma liste en fait de livres à lire en bonne bolivianiste, et j'avais pas eu l'occasion, donc bon voilà, c'est bien, ça a précipité cette occasion. Alors avant de poser quelques questions, je voudrais juste souligner que que j'ai été ravie de lire cet ouvrage. Bon, d'abord parce que c'est un ouvrage sur la Bolivie et que, comme Franck l'a souligné, il y a peu en fait de bolivianistes, un peu plus depuis l'élection d'Evo Morales. Avant 2006, c'était vraiment très résiduel. Donc voilà, j'ai toujours du plaisir quand il y a à découvrir ou à lire les ouvrages sur la Bolivie. C'est aussi un ouvrage que j'ai apprécié parce qu'il n'est pas, je dirais, conventionnellement anti-massiste. Et c'est vrai que, Franck Poupeau l'a souligné, notamment après la prise de pouvoir de Janine Áñez. Alors là, ça a été l'élite intellectuelle s'est majoritairement positionnée contre le MAS et parfois un peu avec un peu de mauvaise foi, notamment quand il y a eu beaucoup de mobilisation suite à la prise de pouvoir de Janine Áñez, et il était de bon temps, presque obligatoire de la part soit des journalistes, soit des intellectuels qui soulignaient ça, de dire non, mais c'est pas pour que le MAS revienne, s'ils sont dans la rue, c'est contre Janine Áñez. Or, c'est oublié que quand même il y a une grande part en fait de la population qui est massiste, qui est pour le MAS, qu'on soit d'accord ou pas. Toujours est-il que cette population elle existe, donc il est normal aussi, de ne pas l'invisibiliser. Donc ça va bien au-delà, je trouve, de ce qui est convenu, et pour ça c'est intéressant. Ensuite, l'ouvrage livre aussi, il faut le dire, une vraie ethnographie de la zone périurbaine d'El Alto et de ses périphéries. Et honnêtement, je ne crois pas qu'il en existe d'autres, c'est assez rare. Effectivement, les anthropologues, peut-être par souci d'exotisme, mais vont plus chercher l'altérité radicale en milieu rural, par exemple, comme moi j'ai fait. Même si j'ai commencé dans la zone périurbaine de Sacaba, pour le coup, puisque
moi, j'ai suivi le parcours migratoire de migrants qui venaient du Norte Potosí, des hauts plateaux, et puis qui sont arrivés dans la zone de Cochabamba pour cultiver la coca, puisque les mines fermaient leurs portes dans les années 80, et donc ils sont allés à la recherche de nouvelles ressources, en fait, et donc ils sont devenus cocaleros. C'est comme ça qu'ils ont cultivé la coca et qu'ils ont migré dans la zone de Cochabamba, de Sacaba plus précisément. Et moi, j'ai commencé mon terrain comme ça, et j'ai suivi ensuite leur parcours migratoire à l'envers, à leur demande. Et donc après, j'ai fait à rebours, quoi. Je suis allée en milieu plus rural. Mais en tout cas, voilà une ethnographie sur les zones périurbaines, honnêtement. Ça, c'était nouveau et j'ai trouvé que c'est pas un terrain facile, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, un dernier point aussi intéressant qu'il faut noter, c'est la posture aussi, l'intérêt sur l'importance de la réflexivité qui parcourt en fait tout le livre. Et je dirais que j'ai apprécié parce que c'est une bonne réflexivité, au sens c'est le bon dosage, c'est-à-dire que c'est une posture qui interroge un objet qui requiert l'engagement de l'ethnographe, mais sans tomber dans un narcissisme et une anthropologie exagérément réflexive et repliée sur elle-même. Voilà, le tournant réflexif a eu parfois a fait beaucoup de mal. Là, je pense par exemple je peux le citer, au livre Le mystère de la cagoule, je ne sais pas si c'est un ouvrage sur les Andes de Colette Millet, et où on est, pour moi, hein, dans exactement les... Le mystère de la cagoule. Ouais. Ouais, c'est donc a priori sur en fait les cireurs de chaussures à la passe qui portent une cagoule, et le livre commence en se proposant comme le mystère de la cagoule, de mener une ethnographie en fait sur ces cireurs de chaussures, et en fait, là, on est dans l'ultra-réflexivité où finalement l'autrice ne parle que d'elle-même. Alors, chacun se positionne, mais moi, justement, j'ai apprécié le contraste. Pour moi, quand je dis c'est la bonne distance, c'est-à-dire une réflexivité au profit de l'objet et de la relation que l'ethnographe, en fait, noue avec ses interlocuteurs. Voilà. Alors j'ai plusieurs... j'en profite maintenant pour poser des questions. Et en fait, le livre a aussi plusieurs intérêts. C'est qu'il y a plein de niveaux de lecture, en fait. Donc chacun peut y trouver aussi son compte. C'est extrêmement riche. À la fois, il propose une socio-histoire de la région, de la Bolivie particulièrement. Donc tout bolivianiste ou tout andiniste peut être intéressé. Sur les gauches aussi et les auto-organisations. Et puis aussi, plus particulièrement, ethnographique. Donc moi, c'est là-dessus que je vais intervenir en tant qu'anthropologue. Je vais aller un peu en détail de l'ethnographie. Donc j'ai trois séries de questions, et je propose d'en faire une, tu réponds, et comme ça dans le dialogue. La première, juste pour être honnête, va porter sur la polarité périurbain et rural. La seconde question sur le rapport auto-organisation et État. Et la troisième sur le religieux, ou l'absence de religieux. Alors, donc sur le premier point, pour insister, là je me base plus particulièrement sur le livre 2 et 3, et notamment sur l'ethnographie que tu proposes de Solidaridad, qui est un quartier donc, à El Alto. Juste pour préciser, en fait, dans le livre, il y a plusieurs livres. Enfin, plusieurs gros chapitres sont nommés livres. Ouais. Oui, donc d'où livre 2 et 3. C'est quand même... Oui, c'est ça. C'est une encyclopédie, en fait. Donc pour insister sur le fait que les habitants de Solidaridad ne forment pas un collectif, en fait, ou ne s'appuient pas, on va dire, sur un collectif qui préexiste, sur des liens de solidarité qui préexistent, en fait avec l'intention de montrer qu'on ne peut pas rapatrier quelque part l'ethnographie qui a été faite des communautés aymara rurales dans le quartier de Solidaridad. Tu fais un peu de la ruralité et des communautés aymara, et je te laisserai bien sûr pondérer ce que je dis, un antipode en fait, et forçant par moments, du moins c'est mon impression, un peu la polarité entre périurbain, quartier périurbain et communauté rurale. Alors là, Aymara. La première
question qui me vient là-dessus, c'est sur quoi s'appuie cette polarité? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, elle est ethnographique, empirique, je veux dire, ou elle est anthropologique, c'est-à-dire que c'est une manière pour toi d'insister sur la singularité du quartier de Solidaridad et de te démarquer en fait des anthropologues qui insistent, eux, sur l'homogénéité culturelle des communautés aymara. C'est-à-dire de te démarquer un peu de l'exotisme, que je partage complètement dans la critique que tu fais, de te démarquer un peu de l'exotisme qui ressort souvent des ethnographies faites des communautés rurales. Et là, c'est différent, en fait, selon sur quoi tu vois. Et je me demandais, ça serait intéressant dans ce cas-là de préciser de quels anthropologues, donc, tu parles ici. Est-ce que ce sont ceux qui ont contribué, ceux qui ont participé à faire la Constitution, Javier Albo, Sylvie Rivera Cusicanqui, par exemple, ou des anthropologues en général? Mais là, je trouve que ça pourrait être intéressant d'amener cette précision. Et toujours dans ce... Pardon, là, je suis un peu longue, après je serai plus courte sur les deux. Mais toujours sur cette polarité-là. Donc si je prends maintenant les deux pôles, donc je vais sur le pôle communauté rurale à Aymara. Alors tu insistes un peu sur le fait que par opposition donc à Solidaridad, elle se caractériserait par un sentiment, en tout cas, d'appartenance à un collectif. Pour le coup, l'AILU, qui est l'organisation territoriale de base des communautés aymara. Donc, par un sentiment d'appartenance fort et une certaine homogénéité. Et en même temps, donc dans un autre livre, qui est le livre Pachamama, tu insistes bien, avec raison, sur le fait qu'en même temps, ces communautés, elles sont aussi traversées par des divisions. Des divisions notamment entre ceux qui sont pour demeurer dans un système d'organisation en AILU et ceux qui veulent passer au syndicat, par exemple. Et que ça, c'est des vraies divisions, en fait, qui peuvent fonder, qui sont très visibles. Moi, j'ai aussi pu constater des divisions, par exemple, entre ceux qui sont pour la propriété privée. En fait, il faut savoir que dans les AILU, donc dans les communautés aymara en milieu rural, il n'y a pas de propriété privée. La terre appartient à l'AILU. Ça veut dire très concrètement en fait, que les gens ne peuvent pas faire hériter. Les terres ne s'héritent pas, ils ne peuvent pas les vendre non plus. En fait, c'est l'AILU qui est vraiment l'autorité suprême, ce qui peut représenter, disons, ce qui peut être vécu en fait, comme un drame par certaines familles, notamment quand elles ont des enfants qui ont migré, parce que en fait, elles ne peuvent pas faire hériter leur terre à leurs enfants. D'autant que dans les AILU, ce qui prédomine, c'est la terre appartient à ceux qui la travaillent. Donc en fait, les enfants qui ont migré donc, ne travaillent plus la terre et donc ne peuvent plus bénéficier en fait, de titres de propriété, enfin ne sont pas propriétaires de cette terre. Donc il y a des divisions qui sont assez fortes entre ceux qui disent mais nous on voudrait avoir des titres de propriété individuelle qui réclament en fait, qui sont plutôt pas dans un certain individualisme pour pouvoir vendre leurs terres, et les autres qui disent non, mais nous on est pour ce système d'organisation en AILU et pour que la propriété demeure en fait collective et on y tient. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas effectivement il n'y a pas d'uniformité et que cette hétérogénéité elle est fondamentale et que c'est en raison quelque part de cette complexité là qu'on ne peut pas ériger ces communautés-là, on ne peut pas en faire un antipode, en fait. Parce que précisément, en fait, c'est traversé par peut-être autant de divisions que dans les zones périurbaines. Donc ça, c'était une remarque sur ce pôle-là. Et je vais dans l'autre pôle qui est celui de Solidaridad. Et là, c'est une vraie question. Pour le coup, je ne connais pas. J'ai été très surprise, étonnée. Enfin, vraiment, moi, ça m'intrigue quand on te lit. On a on a l'impression que les personnes, les habitants de Solidaridad, à aucun moment ne mobilisent, ne parlent en fait de leur communauté d'origine. Ne la mobilisent pas, ça n'a pas l'air un peu important. Donc, presque comme des personnes qui se présentent comme sans histoire ou sans biographie. Du moins que ce parcours-là, il n'est pas
il n'est pas important, alors qu'en même temps, il y a pourtant des pratiques, des savoir-faire pratiques, comme construire des murs en adobe ou des pratiques agricoles. On se dit qu'ils viennent probablement pas de nulle part. Et donc voilà, là c'est la question que je te poserai, c'est que c'est super intéressant, comment tu expliquerais ça, le fait qu'ils ne mobilisent pas en fait cette origine. Alors dans le collectif, je comprends, dans le quartier, mais peut-être à l'échelle domestique, dans la famille, enfin est-ce que vraiment c'est toujours absent et comment tu l'analyserais? Merci pour cette question qui est complexe. Hein? Ah, pardon. Merci pour ces questions. Vraiment, c'est une lecture attentive de ce que j'ai pu essayer de faire. J'ai plusieurs niveaux de réponse en fait par rapport à ce problème du collectif dans les quartiers. Et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'anthropologue? À la limite, mon principal adversaire désigné, bouc émissaire scientifique, c'était une chercheuse américaine qui s'appelle Chian Lazar, qui avait fait un article et ensuite c'est devenu un livre qui s'appelle El Alto Ville Rebelle, avec l'exaltation de... vous voyez, comme font ces chercheurs américains, ils débarquent de l'avion, ils racontent tout, quoi. On débarque de l'avion, on a affaire à des gens formidables qui nous amènent dans des quartiers, ils rencontrent que des gens formidables, et à la fin, et hop, ils reviennent avec leur bourse et ils font leur bouquin formidablement écrit, et avec plein de couleurs, et qui racontent tout ça. Voilà. Donc je suis toujours un peu, sans doute parce que j'arrivais pas à faire des trucs pareils, toujours un peu énervé, mais il y a aussi la vision, le fait que ça donnait une vision un peu... pour moi très essentialisante, j'en ai parlé un peu hier, de ces populations-là, c'est les Aymara en lutte contre le système capitaliste. Voilà, quand on a fait enfin, venant d'où je viens en sociaux, avec, notamment avec Bourdieu, sur les conditions sociales d'accès à la politique, ça me semblait une vision beaucoup plus, à la fois spontanéiste et finalement essentialisante. Alors c'est un problème général comme ça, mais alors concrètement, pour moi, ça s'est posé dans deux occasions tout à fait convergentes et que je vais raconter, qui était, ça a des impacts sur la façon dont on conçoit les politiques publiques dans les quartiers. Qu'est-ce que disait le responsable de Aguas El Limani à l'époque, en 2000-2001, quand j'ai fait un premier article du Diplo sur le sujet, à la suite de quoi l'ambassade de France ne m'a plus jamais invité. Voilà, l'ambassade, c'est comme ça. Mais il disait, ces gens-là n'ont pas de culture de l'eau. Alors, à quel point il ignorait un peu les conditions de vie sur Alto, mais par exemple, ils lavent pas leur voiture et donc ils utilisent pas assez d'eau. Voilà, comme si en plus les gens à l'époque n'avaient pas de voiture. La Bolivie a beaucoup changé aujourd'hui, mais il y avait cette vision-là que les gens consommaient pas assez d'eau. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils étaient indiens et que les Indiens, en gros, ça se lave pas, ou alors, enfin, ils n'utilisent pas les trucs collectifs et que s'ils n'ont pas l'eau chez eux, c'est vraiment parce qu'ils veulent, quoi. Enfin, ou plutôt parce qu'ils veulent pas. Ceci dit, quand j'ai bossé avec l'entreprise EPSAS, quelques années plus tard, l'entreprise publique, une fois que ça a été republicisé, le gouvernement a négocié le départ, c'était une seconde guerre de l'eau, moins violente que celle de Cochabamba, mais après la guerre du gaz, et le gouvernement a négocié le départ de l'entreprise Aguas El Limani, qui était en fait un consortium français, dont les parts majoritaires étaient à la Lyonnaise des Eaux, qu'on connaît bien. Des responsables de la planification boliviens disaient mais pourquoi faire un effort sur ces quartiers-là? De toute façon, sont campesinos, c'est des paysans, ils n'utilisent pas beaucoup d'eau. Voilà, donc c'était exactement la même vision et je trouvais qu'il y avait une convergence très très forte entre cette exaltation, on va dire militante, bien intentionnée de la ville rebelle, Aymara, et les façons dont on considérait les gens d'El Alto. Voilà, comme des Indiens à la ville, quoi. Enfin, grosso modo, c'était quand même ça la chose et ça me semblait très très dommageable. D'où toute une autre partie de mon travail dans un des chapitres qui consiste à revenir sur finalement la façon dont on considère les communautés andines en anthropologie. Et c'est vrai que pour le coup, là, je suis beaucoup plus entré pas en conflit et ouvert, hein, mais avec des façons de parler des Indiens qui sont devenues très très à la mode, soit au sein du gouvernement, soit des gens qui se sont opposés au gouvernement, mais au nom d'une sorte de pureté indienne, et notamment je passe à quelqu'un qui est devenu un peu célèbre internationalement, qui
qui prend des postures très très indigénistes alors qu'elle est issue de la grande bourgeoisie, de la bourgeoisie culturelle passénienne, qui est Sylvia Rivera, qui avait fait un travail très très pionnier dans les années 80, subalternistes avant l'heure, qui a contribué à introduire les études subalternistes en 97 dans un livre en Bolivie, avec Rosana Barragan, qui elle est devenue partisane d'Agnès par la suite, mais qui a développé des postures finalement, tout en cultivant les thématiques de l'hybridité, voilà, mais avec des positions, je trouve, pas très claires politiquement à ce point de vue-là. Et du coup, une relecture des façons dont on considérait les communautés andines, urbaines ou rurales, dans la littérature. Et par ailleurs, c'est là au-dessus, il y a toujours un dialogue entre l'enquête de terrain et les lectures un peu théoriques. J'avais, en enquêtant sur l'eau, pu observer tout un ensemble de choses un peu bizarres. J'avais dû construire mes bases de données. Puisqu'il y avait dans ces quartiers périphériques, par définition, ils ne sont pas recensés. Le recensement datait d'il y a quelques années déjà. Et alors j'avais tout un petit indice au début, un vieux monsieur je lui demandais, vous voyez, à l'époque on était quand même dans les courants alters, c'était toutes les thématiques sur le droit à l'eau, etc. Et je lui demandais au monsieur si ça ne le dérangeait pas de payer pour l'eau, pour le service d'eau. C'est un monsieur, d'ailleurs en ville, les formes sont assez mélangées en plus. Je crois qu'il avait des moutons avec lui ou quelques lamas dans les rues d'Alalto. Il me dit non, ça ne me dérange pas. De toute façon, c'est pas grave, la Pachamama también. Non, on payait bien la Pachamama auparavant. Donc ça m'avait interloqué. Et dans mes enquêtes, j'avais des stagiaires, on passait des questionnaires. On a dû passer 500 questionnaires, voilà, dans des conditions parfois un peu difficiles. Et c'est un peu épuisant, mais des grands questionnaires où on reprenait les données du recensement pour construire les questions du recensement. J'avais ajouté des questions sur la politique, sur l'eau, pour avoir des bases de données comparables avec le reste de la ville. Et on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de réticence par rapport au fait de payer l'eau, qui n'était pas finalement très très cher, quelque part, contrairement à ce que disaient certains discours. Ce qui était cher, c'était les coûts de connexion. Pardon, je parle un peu loin du micro. Par ailleurs, les formes de politisation révélaient, par exemple, les gens se déclaraient beaucoup plus alteños que Aymara, par exemple. Donc, comprendre ces genres de choses, ça m'avait fait relire un peu à rebours l'anthropologie andine et redécouvrir le fait que c'est plus que de l'hybridité, etc. C'est des cultures à la fois effectivement basées sur le conflit, mais avec une véritable plasticité. Quand on imagine les communautés Aymara, l'Aïlou, c'est un modèle d'un territoire fermé. Il suffit de prendre les travaux de John Moura, qui est un peu oublié aujourd'hui, et c'est dommage, mais pour découvrir que l'Aïlou, à la fois précolombien et ses fonctionnements au temps de la colonie, c'est fondé sur la mobilité. Un Aïlou, ça a un secteur près du littoral, même si la Bolivie aujourd'hui n'a plus accès à la mer, un secteur andin, un secteur dans les piémonts, dans les vallées tropicales. Donc c'est des cultures de la mobilité, c'est des cultures aussi de l'échange, qui ne sont pas du tout fondées sur une dénégation de l'économie, comme on réifie aujourd'hui les cultures andines, les cultures du buen vivir et de la communication avec la nature et de la réciprocité et du don. Voilà. En relisant et notamment des travaux de Moura, mais aussi de gens comme Olivia Harris, qui sont vraiment, je trouve, importants et pas assez connus aujourd'hui. Redécouvrir cette dimension d'économie et économie à la fois matérielle et symbolique de ces sociétés-là. Voilà, donc il y avait cette dimension-là, pour répondre à ça. Et du coup, ça me permettait aussi de prendre du coup une rupture avec la vision qui pour moi était associée à cette exaltation des communautés Aymara, qui était la vision idéalisée du droit à l'eau. Voilà, il faudrait que l'eau soit gratuite pour tous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'elle soit gratuite, mais en faire une revendication naturelle, alors que ça doit être le produit d'une construction et d'une appropriation commune, ça me semblait poser problème dans les façons de faire politiquement. Voilà, y compris d'imposer de l'extérieur des normes d'accès, là où il y a des problèmes d'accès à des services qui doivent être financés, etc. Voilà, il me semble, aller vite en besogne et pas tenir compte des conditions d'accès ou des conditions d'égalisation, des conditions de vie à ce niveau-là. Donc ça, c'était le... Alors, pour le coup, et dans mes statistiques aussi, et ça, je finis là-dessus, je découvrais par hasard, alors ça fait partie des petites découvertes qui ont l'air toutes bêtes, mais qui sont importantes, en construisant à la fois des cartes des quartiers de l'Alto
Et en ajoutant les quartiers périphériques avec les questions qu'on posait, j'avais découvert que finalement, il y avait beaucoup plus de familles avec quelques enfants dans ces marges et beaucoup plus de propriétaires que de gens venant du monde rural. En fait, l'enquête m'a permis de petit à petit, ça c'est un va-et-vient entre l'ethnographie, les gens que je fréquentais, et ce qui répond un peu à ta question pour une part, sur Solidaridad, sur pourquoi les gens ne parlent pas de leur passé rural, parce qu'ils ne venaient pas du monde rural, c'est tout. Ils étaient des migrants interurbains, mais comme dans la plupart des villes d'Amérique latine. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des stratégies familiales d'accès à la propriété, où on est prêt à passer 2 ans sans électricité et 5 ou 7 ans sans eau pour avoir plus d'espace. Et qu'est-ce qu'on fait? Au début, on fait un truc en adobe. Et ce qui, moi, me paraissait, comme beaucoup d'anthropologues, comme une forme extrême de pauvreté, avoir une cahute en adobe. Comme ça qu'on fabrique, qui n'est pas spécialement un truc de savoir-faire très très compliqué, ni rural. Ça se faisait beaucoup en milieu urbain, ça se fait beaucoup moins maintenant, tout est en briques. Mais il y a 20 ans, toutes les nouvelles constructions, effectivement, sur un terrain, on creusait, on mangeait avec de l'eau, et c'est beaucoup plus isolant. Et quand on n'a pas d'électricité, pas de chauffage, etc., vaut mieux avoir un truc à une pièce, où on est à 4. Et ensuite, on construit, on ajoute des choses, et éventuellement on brique quand ça se constitue, et on fait un jardin, et on a des animaux, etc. C'est le processus tout à fait classique de consolidation. Mais quand vous êtes sur un terrain comme ça, où il y a une telle pauvreté, une telle étrangeté, puis à 4000 mètres, il fait froid, vous êtes soit cramé par le soleil, soit glacé, et, quand il pleut, etc., que vous mettez du temps à réaliser que vous êtes finalement dans des choses, dans des processus et des logiques sociales tout à fait ordinaires, quelque part. Et du coup, on a beau chercher les formes les plus extrêmes, un peu de pauvreté, finalement, on retrouve des mécanismes sociaux, et heureusement, c'est un peu notre boulot, tout à fait classique. Et c'est, voilà. Mais du coup, pourquoi j'avais pas de ces histoires-là? Si, j'avais quand même quelques dames qui me racontaient, elles se sont fait enlever quand elles étaient adolescentes. Ça existait encore, et ça existe encore aussi dans certaines communautés ou certaines banlieues périphériques. Qu'il y ait des enlèvements de femmes pour les marier, etc. Mais c'est semi-ritualisé, voilà. Mais il n'y avait pas cette dimension de rural, puisque, y compris les quartiers où j'étais, il y avait un quartier dans El Alto qui était vraiment très proche, c'est les quartiers sur la route du lac, le district 7, mais les autres étaient vraiment des quartiers issus de la migration, par exemple des mineurs, ou de la migration intra-urbaine, les relocalisations de population avec les problèmes d'effondrement dans la ville, etc. Voilà, donc du coup, ça faisait tout un ensemble de choses qui prenaient cohérence petit à petit. Enfin, ce que je raconte là en 2 minutes, ça m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, et qui me permettait finalement de ne pas tomber dans cette forme d'essentialisation des populations aymara qu'on trouvait à la fois dans le discours officiel, comme dans le discours d'opposition très très raciste à l'époque, et qui a ressurgi très très fortement lors du coup d'État, enfin j'avais dit que je ne disais pas coup d'État mais à l'oral, voilà, lors du golpe de 2019. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu. Alors, je mélange un peu beaucoup de choses, mais il me semble, enfin, je pourrais y revenir, mais il me semble que ça fait sens. Enfin, il y a une cohérence entre les enquêtes, la réflexion politique sur la façon dont on pense ces révoltes, et du coup, la réflexion ensuite sur les politiques publiques qu'on peut mener. Voilà. Merci. Alors, j'ai une deuxième question. Alors là, c'est sur le rapport entre auto-organisation et État. Ouais. Tu montres à juste titre, alors toujours plutôt à Solidaridad, par exemple, tu présentes un peu l'auto-organisation finalement comme venant combler un défaut ou du moins une absence d'État. Et en gros, elles n'ont pas le choix et l'auto-organisation va venir réparer en fait cette absence d'État. Ou sinon, tu montres bien qu'elle peut être aussi insurrectionnelle. Et la question, elle vient du fait que l'auto-organisation, il me semble, en tout cas quand on regarde la Bolivie, n'est pas toujours soit le résultat de la pauvreté, une absence d'État, soit le fruit d'une contrainte ou d'une révolte. Et là, il me semble que la comparaison, elle peut être intéressante avec d'autres cas de figure, où, par exemple, on a... alors là, je pense au Chaco et une recherche qui a été menée par Pénélope Antias, c'est une géographe, dans son ouvrage « Limits to Decolonization », où c'est dans le Chaco, et elle montre comment, en fait, les communautés, la Guarani, ont fait des contrats avec une entreprise privée pour avoir une visibilité politique et mener des revendications territoriales en dehors de l'État. Donc là, l'auto-organisation, elle leur sert pour pousser l'État dehors.
Ça peut être aussi, comme dans les Aïlous par exemple, moi, c'est comme ça sur mon terrain, pour continuer à être indépendant par rapport à l'État. Et là, ils sont clairs, pas d'État dans les Aïlous et ils mettent dehors les représentants de l'État. Et donc ça me semble intéressant pour mener une analyse comparative, justement, si on réfléchit de manière un peu... si on prend un peu de distance et qu'on veut réfléchir sur le rapport auto-organisation-État, de prendre en compte toutes ces différentes modalités en fait, de lien entre l'auto-organisation et l'État. Voilà. Je voulais savoir ce que tu... Alors, ouais. Mais là encore, après avoir tapé sur les anthropologues, il y avait aussi la vision, on va dire, spontanée, où chaque ville ou chaque groupe social va se construire un récit sur sa constitution. Et il y a l'idée à El Alto de dire on s'est construit en l'absence de l'État. Et on ne doit rien à l'État, etc. Ce qui me semble d'abord historiquement faux. El Alto se développe toujours comme une annexe de la PAZ, en tout cas au début, jusqu'à son indépendance administrative, notamment la partie, pour ceux qui connaissent, Ciudad Satellite, c'est là qu'on case les salariés et les retraités de l'État, et les juntas vecinales sont l'expression à l'époque du parti au pouvoir, du MNR, voilà. Les autres parties beaucoup plus commerciales qui sont dans l'économie populaire. Voilà, la Bolivie avec quand même 60-70% d'économie informelle. C'est une économie qui se développe à l'écart de l'État, avec des formes d'organisation professionnelle, hein, les gremiales, qui sont extrêmement structurées et qui structurent à la fois l'espace social et l'espace urbain, hein, puisque vous avez les rues des vendeurs de carne, les rues des charpentiers, les rues des fabricants de métal, etc. C'est assez facile de se retrouver quand on cherche quelque chose. À une époque même, on pouvait, si on nous expliquait sa voiture, on savait exactement où aller pour la récupérer sur El Alto avant qu'elle se fasse démonter. Voilà, c'est moins facile maintenant, il paraît. Mais bon, voilà. Mais c'était, pour le coup, des formes d'organisation qui sont beaucoup plus dépendante de l'État qu'on ne croit. Ça, je vous renvoie à un ouvrage qui est accessible, je pense, en ligne, de Nico Tassi et de Juan Manuel Arbona sur el proceso de cambio popular, hein, le processus de changement populaire, où il montre qu'en fait, le développement de ces formes d'économie populaire et de formes d'auto-organisation se fait de connivence avec l'État. Il y a une sorte de pacte de non-agression, mais ils sont reconnus par l'État. Enfin, les gremiales, toutes les formes d'auto-organisation sont quand même validées. Et pas seulement par des problèmes financiers, hein, c'est dans les formes de négociation, y compris de non-intervention de l'État. C'est l'objet de compromis entre ces représentants d'organisation et les représentants administratifs. Voilà, donc absence d'État, puis parfois c'est une fausse absence de l'État. Alors après, j'ai pas tout étudié, enfin il y aurait évidemment, je pense que les configurations, il y a des vraies absences d'État, par exemple dans les haciendas de l'Orient. Alors, je ne connais pas assez le Chaco, justement, on doit faire une mission bientôt avec des collègues là-bas, mais je pense qu'il y a d'autres formes sociales d'auto-organisation. Moi, j'étais vraiment sur les espaces urbains andins, j'allais dire, ou semi-andins ou piémontins, donc c'était effectivement un peu différent. Par ailleurs, c'est le paradoxe que j'essaie d'énoncer, je n'ai vu finalement les formes d'auto-organisation fonctionner que lorsqu'elles avaient l'appui de l'État. Ça, c'est l'autre partie de l'enquête sur les coopératives, ou sur finalement, y compris des quartiers comme Solidaridad. Quand ils se constituent, c'est qu'ils intègrent quelque part des formes administratives préexistantes et qui savent mobiliser les ressources. Et là, ça dépend des capacités des dirigeants à s'orienter dans les dédales administratifs qui, pour le coup, sont souvent compliqués et mettent à l'écart plein de gens aussi. Vas-y. J'en profite juste pour rebondir, parce que justement cette question-là de auto-organisation, État, autogouvernement, État, mobilisation collective par en bas et construction évidemment par en haut de nouvelles institutions, je pense que c'est un des points, en tout cas si on le regarde depuis sociopolitique, c'est un des points forts du bouquin, et c'est aussi peut-être l'intérêt, de mon point de vue, l'intérêt principal de cette révolution culturelle et démocratique bolivienne. Mais juste, parce qu'en gros, tu commences le bouquin justement en essayant de casser l'idée. En gros, il y a les théories subalternistes, James Scott, Tony Negri, Hart, enfin, et plein d'autres évidemment. Donc
tu te places clairement pas de ce côté-là. Et en même temps, pas non plus du point de vue des théories plus néo-institutionnalistes, de la construction des politiques publiques par le haut. Et ce que tu montres bien, je pense, dans le livre, c'est justement cette articulation, non ? À quel point l'expérience bolivienne, en tout cas elle a tenté de le faire, et elle tente encore de le faire, c'est une impulsion par en bas, mais aussi la construction d'un instrument politique, ensuite la conquête de l'État, et maintenir le lien entre ce bas et ce haut, une dynamique, une dialectique peut-être entre les deux, qui permet à un moment donné effectivement de parler du gouvernement, des mouvements sociaux, et c'est comme ça qu'Evo Morales le revendique aussi. Et en même temps, quand tu es sur ton terrain, justement à Solidaridad, donc, qui est très très marginal, on voit que les difficultés, enfin, cette politisation, auto-organisation, dans ces marges-là, elle reste très très précaire, elle est centrée sur la subsistance, elle est difficile. Mais malgré tout, au travers du livre, on voit bien que c'est ça finalement qui est le moteur de cette expérience-là. C'est un autogouvernement qui est lui-même auto-alimenté en partie par la conquête du pouvoir et en même temps qui crée des tensions permanentes entre la capacité d'avoir de l'autonomie, d'avoir des revendications propres et la logique, la raison de l'État. Peut-être que Garcia Linera, c'est un peu l'incarnation de ça. Lui, il vient de l'expérience comuna, très par en bas. Et ensuite, c'était la voix de l'État jusqu'au bout. Enfin, de cette léniniste, très très fort. Voilà, c'est ça. Mais donc, juste là-dessus, donc, je pense que c'est un des points centraux en fait, du bouquin. Peut-être si je peux m'autocritiquer pour le coup et arrêter de valoriser ce que j'ai fait. Mais je pense que ça va dépendre beaucoup aussi des secteurs. Bon, moi, j'ai un cas finalement extrême de non-planification ou de désorganisation de l'État qui est les secteurs périphériques urbains. Si on prenait le cas de la justice indigène, et je dis ça parce que il y a ici une ex-étudiante, j'allais dire, qui a fait une très belle thèse sur le sujet, Elise Gadea. Les rapports entre la justice étatique nationale et la justice indigène mettent en évidence tout un ensemble d'autres problèmes. Et ça ne marche pas parce que... alors, est-ce que c'est parce que l'État essaie de trop rester présent ou est-ce qu'il ne donne pas les moyens de la bonne façon ? Voilà, ça reste des choses à creuser. Mais si on mettait... il y a des domaines où ça va au contraire beaucoup mieux marcher. Je ne sais pas, sur les politiques, un certain nombre de politiques agricoles dans les mondes ruraux, sur les économies familiales. Je ne parle pas de l'agro-industrie, c'est autre chose. Ou alors ils vont se confronter à des résistances, je pense aux politiques de régulation minière, où là-dessus les coopérativistes ne veulent aucune intervention de l'État, et ne veulent pas de syndicats, ne veulent pas de régulation, ne veulent même pas de contrôle, et surtout pas des contaminations, etc. Donc voilà, on est face à une multiplicité de... Un vice-ministre qui a perdu la vie. Oui, alors c'est particulier comme circonstance, hein, voilà, mais donc en fait, il faudrait, pour vraiment pouvoir faire une sorte de bilan, il faudrait pouvoir étudier secteur par secteur, l'ensemble des... Et alors ça, je vous recommande aussi un autre ouvrage de Claude Le Gouil, qui est paru aux éditions de l'IHEL, et Laurent Lacroix, qui est sur le processus de changement de la Bolivie d'Evo Morales, je ne me rappelle plus le titre. Et j'ai été étonné, quand je finissais mon bouquin dans le confinement, j'avais le PDF, je relisais tout ça, et la quantité d'initiatives qui ont été lancées dans tous les domaines de l'action publique et de la vie sociale, quand bien même il n'y en aurait que 10% qui auraient marché, ça aurait été déjà énorme comme processus. Donc après, c'est pour ça que je trouve qu'il y avait des formes de dénigrement des États progressistes qui me semblaient un peu dommageables. Notamment, je pense au truc de Goudinas, aux travaux de Goudinas, qui a pignon sur rue sur l'extractivisme, mais qui occultait le fait qu'il y a eu quand même des choses qui sont faites. Et je me sens d'autant plus fondé à le dire que vous pourrez voir dans le livre, depuis le début des années 2006, même si j'étais assez proche de gens au pouvoir à l'époque, tout en menant mes enquêtes un peu loin, il me semble ne jamais être tombé dans l'exaltation du premier président indigène de Bolivie et d'avoir été plutôt critique. Voilà, donc il y a eu un balancement, quand je vous ai parlé des obstacles à l'analyse, entre l'exaltation du régime pendant 5-6 ans, en gros jusqu'au Stipni, c'est un peu après, et ensuite un retournement national et international des intellectuels contre le gouvernement me semblait excessif dans un cas comme dans l'autre. Voilà. Et c'est ce qui est compliqué à analyser dessus, et c'est ce qui, pour ça, alors ça c'était une discussion,
On fait toujours un peu du bilan, voilà. Mais du coup, il faudrait vraiment faire une évaluation systématique de tout ce qui a été mené. Et là, pour le coup, on est face à des problèmes d'analyse extrêmement importants. Il se trouve que j'ai passé pas mal de temps autour de Sucré là, à Noël. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point le monde rural bolivien avait changé. Alors, est-ce qu'il a changé en bien, est-ce qu'il a changé en mal? J'allais dire, on a toujours tous nos dadas et nos formes de nostalgie. J'allais dire, dans le monde urbain, quand on voit toutes les voitures, les grands immeubles, on se dit, oh là là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais pour le coup, dans le monde rural, l'arrivée des routes, la somme d'investissement qu'on fait sur les coopératives, de soutien aux économies familiales, sont faramineux. Et les statistiques, par exemple, je pense aux statistiques d'un institut comme le CEDLA, un centre d'études sur l'agriculture, n'en rendent pas compte. Ils sont dans une critique un peu extractiviste appliquée au monde rural, disant qu'il n'y a eu même pas 10% des investissements sur les économies familiales et tout le reste est allé à l'agro-industrie. Donc développement extractiviste, etc. Alors en fait, non, si on prend en compte l'ensemble des investissements pour le monde rural, on a affaire à une masse de transformation faramineuse. Voilà, et d'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà. Alors, après, il y aurait un autre domaine aussi où on pourrait discuter, c'est-à-dire, effectivement, c'est celui auquel le mettent on va dire les intellectuels, on va dire révolutionnaires, movementistes. Je pense à des gens comme Zibeki, Raquel Gutiérrez et d'autres, qui est de dire, voilà, est-ce que finalement le processus de changement a changé la façon de faire et de voir la politique? Alors ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'il n'y a pas eu un abandon des idéaux révolutionnaires, etc. Et après, est-ce que les populations, est-ce que les groupes sociaux, dans leur majorité, voulaient de ce changement ou de la forme révolutionnaire que l'on entend? Et ensuite, on peut dire, et sinon, est-ce qu'il n'y a pas eu un échec en termes d'éducation populaire aussi, ou une non-volonté de faire avancer les choses, voilà, d'éduquer le peuple, comme on dit, ou comme on disait avant, il y a quelques décennies. Voilà, donc on peut discuter un peu à l'infini des formes de bilan. J'ai Oscar Oliveira, le leader un porte-parole de la Coordinadora del Agua, est dans une sorte de vision très dépressive et très négative. Voilà, on en a pour 25 ans. Le MAS a tué la politique en Bolivie. Voilà, c'est la vision qu'on peut en tenir, mais qui ne tient pas compte non plus de la somme de choses qui ont été lancées et faites, et le fait que ça veut dire quoi aussi si on est dans un processus de changement politique, quand il y a des aspirations d'accès à des modes de consommation qui relèvent d'une économie capitaliste, ça veut dire quoi faire de la politique dans ce contexte-là? Et comment est-ce qu'il aurait fallu éduquer le peuple, entre grands guillemets, pour qu'il ne tombe pas? Et qui est-ce qui a le droit de dire qu'est-ce qui doit tomber ou non dans les formes de développement ou de consommation plus ou moins capitalistes, etc., etc. Voilà, donc on est face à des gros soucis de critères de jugement et de projection aussi de nos attentes sur une expérience de gouvernement qui se passe dans un pays. Et je ne sais pas si elles sont solvables. Solvables, on dit, oui. Oui. Non, ça ne se dit pas très bien solvable, c'est que je ne sais pas si elles sont solutionnables. Ouais, solvable, c'est pas ça, ouais. Pardon pour l'espagnolisme. Mais juste un truc par rapport à ça, en fait. Ouais. L'idée, c'est pas de, je pense, effectivement, c'est pas de chercher une pureté révolutionnaire du processus qui, de toute façon, ne peut exister. Mais justement, dans les tensions qui sont à fleur de peau, notamment dans la dernière période, dans ton livre, à la fin de cycle, on voit bien qu'il y a des grosses contradictions et que, à un moment donné, quand même, on a l'impression que la machine d'État, l'insertion du MAS dans cette machine d'État alimente encore plus ces tensions et qu'il y a une division, alors peut-être pas une division, parce qu'il n'y a jamais de séparation complète en Bolivie entre les mouvements et justement le parti, mais qu'il y a une séparation croissante d'une partie des mouvements, ou de la base populaire peut-être, et d'Evo Morales lui-même, ce qui explique, ce que tu expliques bien d'ailleurs, la destitution forcée, qu'il n'y a pas une mobilisation hyper massive pour le défendre. Donc là, il y a quand même des tensions, ou sur la question des OGM, de l'agrobusiness, c'est quand même aussi une tension. Voilà, c'est pas d'un côté pureté révolutionnaire contre statocentrisme, mais au fur et à mesure que le processus évolue, on voit que le MAS a de plus en plus de difficultés, ou peut-être Evo Morales lui-même d'ailleurs, parce qu'il y a un côté caudiliste quand même très, très important.
Donc ça pose ces tensions-là. Bon, c'est ça qui est intéressant, mais... Oui, qui sont très durs à analyser, puisque quelque part, c'est une sorte de retour de balancier. Quand je lisais beaucoup des trucs très très négatifs, y compris en Bolivie, les intellectuels boliviens devenus anti-massistes de façon totalement hystérique, pour le coup, hein, c'est véritablement. Pendant les mobilisations, j'ai vu passer des posts, des interventions, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres supports, dans la presse. J'avais tendance à défendre, entre guillemets, c'est pas mon boulot, mais voilà, à prendre le contre-pied en disant, il ne faut pas tout jeter, hein, voilà, dans ce qui s'est passé. Mais effectivement, comment dire, non, mais si on voit les indicateurs sociaux, ça c'est sûr que le temps du MAS, il y a en termes alphabétisation, santé, niveau de vie, il y a des améliorations historiques. Ça, il y a... Mais je peux juste te faire une petite remarque, une sorte de tacle. Parce que c'est vrai que tu insistes toujours, je ne veux surtout pas faire de bilan, je ne tire pas les leçons comme c'est les collègues. C'est sujet de conversation. Comme les collègues états-uniens. Mais quand je lis ta conclusion, moi je trouve que c'est un bilan critique intéressant. Parce qu'en fait, tu tires. Laquelle conclusion la dernière, celle qui ferme. Sur la révolution, ouais. Et en plus, conclure en citant Durruti, Frédéric Lordon, Charles Reeves, c'est une conclusion, y compris, tu tires des bilans politiques de mon point de vue de ces expériences-là. Oui. Je considère que... Et pourquoi donc tu veux surtout pas tirer des bilans? Non, parce que le bilan, je veux dire, il est pas complet par nature. C'est pour ça aussi il y a des fragments. Il faudrait que j'ai analysé beaucoup plus les politiques agricoles. J'avais pas les compétences ni la place. Ou alors le bouquin, il faudrait 3 tomes en plus, quoi, de la même taille. Les politiques minières, les politiques sociales, les politiques de santé. Voilà, c'est en ce sens-là. J'ai un peu... bilan fragmentaire lui aussi. Voilà, voilà, c'est en ce sens-là que je dis qu'il y a pas qu'il est compliqué de construire des bilans. Après, effectivement, de fait, je fais un bilan moi à mon niveau sur un secteur et sur une vision quand même assez globale d'une forme de désenchantement d'un processus qui se produit, tout en ayant la conscience qu'il faut un peu le défendre malgré tout. Voilà, c'est ça qui est paradoxal. Voilà. Donc oui, tout à fait d'accord. Parce que bon, en fait, l'idée pendant un temps, c'était on va changer le monde sans prendre le pouvoir, les zapatistes. Après, on va changer le monde en prenant le pouvoir d'État. Et voilà, il y a cette tension-là. Comment changer le monde en transformant le pouvoir, voilà. ce qui est posé, quoi. Et c'est vrai que, alors, pour le coup, si je peux là le dire sans contrôle, l'idée qu'effectivement, s'il y a un domaine où le MAS n'est pas véritablement arrivé à changer les choses, c'est sur la façon de faire de la politique. On a l'impression qu'ils sont retombés dans aussi bien les systèmes des Pégases, les relations partis, organisation sociale, des choses qui n'étaient pas forcément totalement changeables non plus, mais il n'y a pas eu de volonté, où il y a eu l'oubli. Je pense par rapport aux premières années de Chavez, c'est quoi ce bouquin dont on parlait hier à la Fabrique c'est We Create Chavez, on a créé Chavez. Ouais, on a créé Chavez, un très très beau livre sur les années de Chavez au début. Pour le coup, au Venezuela, où j'ai été là en novembre, maintenant si ça tourne très très mal, il y a un très très bel article dans le Diplo ce mois-ci de ma collègue aussi, mais Maëlle Mariette, mais les premières années, il y avait quand même des modes de redistribution au Venezuela qui étaient orientés vers la formation politique, vers l'éducation populaire, chose qu'il n'y a jamais eu véritablement en Bolivie, où très très vite les formes de militantisme ou d'activisme ont été très très encadrées par le parti, voilà, mais parce que les organisations sociales en Bolivie sont extrêmement structurées, beaucoup plus, c'est pas des structurations de quartier. Majoritairement. Enfin, on a beaucoup vu les juntas vecinales, mais l'héritage du syndicalisme ouvrier est extrêmement fort. Voilà. Et encore chez les cocaleros aussi. Voilà, donc c'était mais ça interdit d'élargir un peu au-delà des initiatives qui, moi, m'avaient fasciné. Par exemple, au moment de la guerre de l'eau, pendant 1 an ou 2, j'ai donné des cours à l'école syndicale. Il y avait une école syndicale, mais voilà, dans toute ça réactivait un peu cet idéal, non pas coopérativiste, mais ou communalisme, mais des bourses du travail, etc. C'était vraiment sur ce mode-là que c'était pensé au début. Et ça n'a pas résisté à l'arrivée au pouvoir du MAS. Voilà. Vous êtes d'accord? On peut donner la parole un petit peu à la salle, parce qu'on a beaucoup parlé, surtout lui. Oui, surtout moi, pardon. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions?
Bonjour et merci. Moi, je suis espagnole et je suis en train de faire un travail, n'a rien à voir, pas politique, pas plutôt documentaire sur... oui, vous avez parlé de Oscar Oliveira. Et je pense que, oui, à Cochabamba, je vais faire un travail sur Liber Forti. Je ne sais pas si vous le connaissez. Sûr. Liber Forti. Bon, c'était un grand syndicaliste qui a travaillé beaucoup avec Lichine et bon, voilà, tout ça. Alors, de 52. Oui, surtout. Et il a été le premier qui a... ouais, je ne sais pas le dire en français... qui a été comme assistante culturelle dans les syndicats. Et que, oui, de los mineros, ouais. Des mineurs, ouais. Oui, de la COP, voilà. Il était dans la COP, ouais. Bon, alors, ce que je voudrais bien savoir maintenant, parce que j'ai beaucoup lu sur les années 50, 90 et tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'il y a entre la posture de... Parce que la dernière fois que je trouvais à Liber Forti, c'était 2012, et il a raconté la façon de... Oui, il n'était pas pour les masses, il était contre les masses. Et alors maintenant, mon intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font les ouvriers qui ne travaillent plus déjà dans les mines. Ils sont des émigrants qui habitent à El Alto d'un côté... ouais, ça me vient non plus. Como sin tener opciones, ¿no?, de vida, digamos. Es decir, los que han tomado el poder son los campesinos, más bien que antes era al contrario, eran los campesinos, eran los obreros los que estaban politizados y los campesinos eran los que no tenían ningún tipo de politización, ¿no?, de ideología, digamos, marxista, por supuesto que no. Un poco, no sé si está clara mi pregunta. Vous avez compris la fin? Tout le monde a compris? C'est la relation entre paysannerie et classe ouvrière, ensuite s'est transformée en Bolivie. La révolution de 52, c'était une révolution ouvrière avec la paysannerie. Oui, après le début du siècle, le 20e siècle, 21e siècle. Bon. Là, faut revenir un peu à l'histoire. Alors, il y a un ouvrage important, hein, c'est l'ouvrage de James Dunkerley, Rebellion en Las Venas, qui parle de tout ça. James Dunkerley. Ouais. C'est republié chez Plural en espagnol. Rebellion en Las Venas. Ah, Las Venas. Ouais. Okay. Qui retrace tout ça. Mais alors, 85, c'est le moment où Gonzalo Sánchez de Lozada arrive en Bolivie comme ministre de l'économie. Il est formé à Harvard, il arrive avec Jeffrey Sachs dans ses valises et il privatise tout, commence une première vague de privatisation, ce qui va en faire une deuxième en 93 quand il sera président. Mais là, comme ministre de l'économie, et tout le monde se moque de lui, parce qu'il parle espagnol avec un accent anglais, mais il applique la même politique que Margaret Thatcher ou que Ronald Reagan, et non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau de la répression. Donc la marche des mineros à La Paz en 85-86 se fait écraser dans le sang, c'est une déroute absolue du mouvement ouvrier. Et là, il y a une grande partie du syndicalisme cocalero, de sa force sociale et politique, vient du fait que beaucoup de mineurs se reconvertissent. Non, il y en a qui vont à El Alto et qui vont fonder des formes d'action politique de base aussi très très fortes, mais beaucoup se retrouvent dans le tropique de Cochabamba, derrière depuis Sacaba qui est la route vers le tropique. Donc il y a ça. Après, les paysans n'ont jamais été une force neutre politiquement. Après la révolution de 52 ou les campesinos, et là il y a les livres que je vous conseille aussi de Juan Gordillo sur la révolution de 52, où il y a une partie très très active, mais les mineurs ils font alliance les uns les autres au moment de la révolution. C'est une alliance qui est cassée au moment de 64 quand il y a le coup d'état militaire et le pacte militaro-paysan
qui se met en place. Alors ça, je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là, mais les paysans jouent le rôle d'une force plutôt conservatrice en plus à l'époque. Et c'est les années où, du reste, Che Guevara essaie de s'implanter et ne reçoit aucun soutien de la population, bien aidé par la CIA, qui les empêche, et se fait tuer en Bolivie. Donc voilà, ensuite, ce qu'on voit à partir des années 90, c'est une réactivation de l'ensemble des composantes des organisations sociales, notamment des organisations indigènes de l'Orient, des organisations indigènes de l'Altiplano, du syndicalisme paysan, la CB aussi, et la COB qui renaît un peu de ses cendres par ce moment-là, qui est resté. Alors, avec un autre facteur à prendre en compte, c'est que le secteur coopérativiste minier, et donc le syndicalisme, des formes d'organisation minière, pas syndicales, sont restées quand même très très puissantes. Je veux dire, quand Evo Morales fait ses campagnes dans les années 2000, il a la plupart du temps un casque de mineur sur la tête. Voilà. Et quand Gonzalo Sanchez de Losada tombe politiquement, c'est quand les mineurs débarquent à La Paz, sur la place à San Francisco, ils sont des milliers, et les mineurs qui arrivent, ils n'arrivent pas avec des pétards, ils arrivent avec de la dynamite, et quand ça bagarre, ça bagarre. Voilà. Et c'est une force d'appoint, et justement un des points qui explique, entre l'ensemble des soutiens d'organisations sociales qu'Evo Morales perd à partir de 2011 à peu près, il y a les coopérativistes, parce qu'il essaie de réguler le secteur minier, contrairement à ce qu'on peut lire, il y a une vraie tentative de régulation, et il perd le soutien des coopérativistes, qui en 2019 ensuite marchent sur La Paz, mais plutôt contre lui. Une fraction marche sur La Paz contre lui, avec en plus toutes les mines qui sont restées clandestines, et qui représentent à la fois 80% des mineurs et moins de 20% de la population. De la production, pardon, pas la population, je dis n'importe quoi. Voilà, donc faut voir l'entremêlement de tous ces facteurs-là, et dans l'histoire à la fois depuis au moins 52, puisqu'en même temps il faudrait quasiment remonter à la guerre du Chaco, encore pour voir l'imbrication de tout ça, et dans l'histoire récente, la complexité de tous ces rapports entre organisations sociales et paysannes indigènes et gouvernement. Voilà. J'ai une question. J'ai travaillé en Bolivie au siècle dernier, on va dire, et je voudrais savoir si tous ces changements ont fait disparaître un peu le racisme envers les Indiens, de la classe des bourgeois de la ville. Parce que ça aurait été le mieux, ça. Pour vous dire, je pensais qu'il y avait quand même... C'était important l'arrivée d'Evo Morales, parce qu'il a beaucoup insisté, pas du tout quand il était en campagne, mais à partir du moment où il arrive au pouvoir, avec cette intronisation symbolique à Tiwanaku, une réhabilitation qui parfois donnait dans des formes d'indianisme un peu radicales aussi, mais qui était compréhensible. On pensait quand même en 15 ans, il y aurait eu beaucoup de choses et en fait, on a redécouvert des formes de racisme extrêmement fortes. Il se trouve que j'ai fait un peu d'ethnographie des barricades, des pititas, parce que j'étais en zone sud à l'époque, au moment du golpe. J'ai entendu des choses et des gens qui étaient... c'est l'équivalent de nos petits blancs, quoi. Voilà, les petits blancs... qui étaient des formes de racisme tout à fait assumées. Et au sommet de l'État, il y a eu ça aussi. J'ai une Agnès a parlé des hordes sauvages. On a entendu beaucoup de choses comme ça, oui, c'est sans censure. Ça n'a pas été non plus massif, mais enfin, ça n'avait pas disparu. Et un des fondements, je pense, de l'action des opposants sous prétexte d'une fraude qui n'a jamais été prouvée par ailleurs, c'est que c'était vraiment les fondements sociaux et ethniques, voilà, qui ressortaient. Les mobilisations des gens dans la zone sud à l'époque étaient très parlantes de ce point de vue. Voilà. Et des gens qui par ailleurs n'avaient jamais voté pour Evo. Donc ça n'a pas disparu, non. D'autres questions ? Oui, je suis restée en Bolivie dans les années 2012-2013. Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas chercheuse, je ne suis rien du tout. Mais je suis curieuse. Et donc j'ai été intéressée de regarder ce qui se passait. Et il m'a semblé que dans le rapport
qu'il y avait entre le gouvernement Morales et les mouvements sociaux. Il y avait à la fois un mélange de beaucoup de clientélisme, le fait qu'il s'est constitué une espèce de bouclier de associaciones afines sur lequel il pouvait compter dans tous les cas et sur tous les sujets et sur n'importe quoi. Ce qu'on a vu après, moi j'étais déjà partie, mais je continue à suivre l'actualité, dans la Cumbre sociale de Santa Cruz, où il a réussi à faire passer par ces organisations, en fait, il a lâché du lest vis-à-vis des gros propriétaires terriens de Santa Cruz. À ce moment-là, il a pu élargir la frontière agricole, enfin beaucoup plus même que qui était revendiqué par les propriétaires terriens eux-mêmes. Donc il y avait ce mélange de beaucoup de clientélisme qui a fait capoter, entre autres, enfin, pour ce que j'ai pu en voir, tout ce processus qui avait commencé puis qui s'est pratiquement stoppé, de faire renaître le contrôle social tel qu'il avait déjà été établi par la Révolution de 52. Puis ça s'était endormi. Et il y a eu un moment où à la fois les mouvements sociaux eux-mêmes ont voulu relancer ce processus. Le gouvernement Morales l'a appuyé dans un temps et puis ensuite il l'a rebouffé en y casant les pions qu'il avait, quoi. Et finalement ça a perdu tout sens et ça a fini par se rendormir de nouveau. Il y avait ça, puis aussi beaucoup de manipulation, donc ce système de Cumbre sociale pour passer par-dessus la Constitution, pour passer par-dessus des tas de choses, c'était quand même très très manipulatoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai senti ça. Et puis ce que j'ai senti très fort, c'est comment il a énormément joué d'un mouvement contre un autre. Vous parliez du fait qu'il s'était opposé aux coopérativistes miniers, mais juste à la fin de mon séjour, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a utilisé les coopérativistes contre la COB qui l'embêtait, parce que la COB s'était mise dans une posture très oppositionnelle à ce moment-là. Bon, après, ça a revarié, mais il a joué des coopérativistes contre la COB et il a manipulé les mouvements, comme il l'a fait aussi avec les mouvements indiens, où il a utilisé l'un contre l'autre pour finalement les démonir pratiquement tous. Voilà, c'est juste cette réflexion. Non, mais il y a de toute façon il y a eu des erreurs de gouvernement, au sens où il y a eu des actes de politique politicienne, si on veut les appeler comme ça. Par exemple, la volonté du MAS de prendre le contrôle des organisations indigènes, avec par exemple de CONAMAC ou de SIDOB. Voilà. Et est-ce que ça aurait pu être évité ? Effectivement, il y a un fonctionnement, on va dire, clientéliste, mais qui est un fonctionnement... Enfin, clientéliste ne rend pas compte de l'ensemble de la complexité de ce phénomène-là, qui fonctionne aussi bien au niveau individuel, des rétributions du militantisme, qu'au niveau des pactes qui s'établissent entre organisations et leurs instruments politiques. Le MAS, qu'est-ce que c'est ? C'est pensé, ça s'appelle DRS, MAS IPSP, instrument politique pour la souveraineté des peuples. C'est conçu comme une expression des syndicats pour jouer dans le champ politique et ne pas rester à l'écart des débats. Alors après, au cas par cas, on a raison d'être critique, je pense, sur tout un ensemble d'erreurs, mais on peut employer le mot erreur sans problème, qui ont été commises dans la gestion des organisations sociales. Après, ça me permet aussi de penser à autre chose. Pour moi, c'est un des mystères que je n'ai pas résolu dans le livre, notamment en 2010, quand la concession est votée, Evo Morales a dépassé le référendum révocatoire, il est réélu majoritairement, ils ont les 2/3. Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que pendant 2-3 ans, donc 2010, 2012, la réforme agraire ne se fait pas, alors qu'ils avaient tous les moyens, ils ne vont pas plus loin. Et donc, ils perdent beaucoup d'intellectuels à l'époque, notamment Almaraz et d'autres gens qui étaient en charge de la réforme des terres, notamment parce qu'elle n'est pas menée. La seule explication que je trouve pour ça, et ça je le fais en comparant aussi avec d'autres expériences de gouvernement progressiste en Amérique latine, notamment au Venezuela, en ayant fait des entretiens avec des militants, et d'un côté et de l'autre du pouvoir, au début des années 2000. On ne se rend pas compte, je pense, d'où on est, et même en observant, même sur place, de l'ampleur des résistances que ces gouvernements-là ont dû affronter. Je dis, quand la guerre économique menée par les forces, les grands propriétaires terriens de Santa Cruz, notamment, mais pas seulement, et les grands entrepreneurs aussi passéniens, a été une guerre totale, économique, politique, médiatique, culturelle, à tous les niveaux.
À la fin, ils avaient essayé de regagner les secteurs intellectuels au gouvernement avec Canelas et l'INERA, mais la guerre était à tous les niveaux. Les créations de pénuries au niveau des denrées de base, le blé, le sucre, la viande, etc. Tous les moyens étaient bons pour faire tomber ces gouvernements-là. Et ça, dans l'équation, il faut le prendre aussi en compte parce que, du coup, effectivement, ils se trouvent en train de naviguer entre des forces opposées, entre des organisations sociales qui ont eux-mêmes leurs intérêts et qui poussent pour avoir plein de gens. Je me rappelle d'un entretien que j'ai fait avec le patron à l'époque de l'entreprise publique d'eau, et qui disait tous les mois ou toutes les semaines, je ne sais plus, il recevait une liste de 30-40 personnes à embaucher. Et il était étonné de rester en place parce qu'il refusait de les embaucher. C'était soit la COB, soit telle autre organisation sociale qui lui transmettait ces listes de noms. Et il avait un peu de marge économique puisque l'entreprise française, en arrivant, avait diminué de moitié les effectifs. Mais enfin, ils n'avaient pas un pouvoir d'embauche aussi grand que ça. Ce n'était pas une multinationale. Voilà. Donc, je reviens sur les choses. La guerre économique, en particulier, et intellectuelle qui a été menée par les forces opposées à ces expériences de gouvernement ont été terribles. Et je pense que même s'ils avaient tous les arguments au moins légaux en leur faveur en 2010, la volonté de faire un compromis avec les agro-propriétaires terriens était un peu forcée aussi, parce qu'ils ne pouvaient, je pense pas, aller beaucoup plus loin dans la réforme. Alors, ils auraient pu dire on va réduire les terres non exploitables, qu'on va supprimer à 5000 hectares au lieu de 10 000 hectares. Mais on l'a vu après en 2019, quand Evo a fait le moindre faux pas, en ayant perdu sa légitimité électorale avec le référendum de 2016, la façon dont les vieilles élites se sont mobilisées pour le faire tomber, et c'est en ce sens-là qu'il y a eu Golpé, qui a eu fraudé ou non par ailleurs, quand ils ont mis le paquet pour le faire tomber, voilà, ils y sont arrivés. Et en s'engouffrant dans une brèche très très étroite. Voilà, donc le jeu aussi entre... on est plutôt que contradiction entre gouvernement ou organisation sociale, etc. C'est une tension perpétuelle qui est très très dure à gérer et inévitablement, je pense qu'il y a des erreurs et ça fait partie alors pour le coup, du bilan qu'on doit tirer et du coup, ça veut dire quoi un processus de transformation sociale et de transformation de l'État de l'intérieur quand on est quand même dans des contextes extrêmement hostiles. Voilà. Je pense par exemple et Evo Morales n'est jamais arrivé à l'extrémité qui a eu lorsque Chavez, par exemple, après le coup d'État de 2003, qui est un vrai coup d'État classique qui a lieu à l'époque, choisit de licencier tous les gens de l'entreprise publique de pétrole et de mettre des fidèles, lui, pour ne pas être bloqué de nouveau et faire un choix très fort. Voilà. Evo Morales n'a jamais été confronté à ce genre de choses. Il était beaucoup plus pragmatique, comme le racontent Doalto et Stefanoni dans un livre qu'on a publié déjà aux éditions Raison d'Agir il y a 12-13 ans, qui s'appelle « Nous serons des millions ». Donc ce pragmatisme était très très classique. Mais malgré tout, voilà, il y a eu des erreurs et plus que des maladresses pour le coup. On va devoir libérer la salle, je suis désolé, parce qu'en fait il y a une autre présentation de livre dans la foulée. Par contre, donc, le livre est à disposition dans la bibliothèque, non, lapsus, oui. Dans la librairie. Et la bibliothèque aussi. La bibliothèque aussi. Très beau bouquin, très belle édition quand même, 24 € pour vraiment une belle édition. Voilà, je fais un peu de pub. Vous dire aussi... Donc, lundi, table ronde féminisme nord- et sud-américain à l'Institut Cervantes à 17h30. Et jeudi, aussi à 17h30, projection débat autour du Brésil et des femmes rurales en mouvement. Merci à toutes et tous, merci à Franck Poupeau, merci à Laurence Charlier et bonne journée. Vous avez pu écouter Franck Poupeau, auteur de Altiplano, Fragment d'une révolution, Bolivie 1999-2019, publié aux éditions Raison d'Agir, lors d'un débat organisé par l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques, animé par Franck Gaudichaud, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 2 avril 2022, réalisé et mis en onde par Radio Radio.